commencer cette vidéo. Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo que je vous propose aujourd'hui sur ma chaîne, enfin notre chaîne. Voilà, mais bon, cette vidéo va porter un peu plus sur moi aujourd'hui et tout particulièrement sur le deuil périnatal, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. J'avais envie de partager avec vous mon expérience parce que je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et waouh, j'ai été abasourdie déjà d'une part, et en fait j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte que le 8 février prochain, ça faisait déjà 10 ans que j'avais perdu ma petite fille. Et mon entourage est au courant, mes amis sont au courant. Quand quelqu'un me demande, j'en parle absolument librement de mon expérience, de mon témoignage. Mais c'est vrai que j'ai eu un déclic. Il fallait que j'en parle avec une grande communauté. Parce que moi, à l'époque, c'était encore beaucoup tabou. Et voilà, je me suis pas sentie... je me suis pas sentie à l'aise et je trouvais pas forcément de vidéos, témoignages sur le deuil périnatal. Donc même si je pense qu'en 2022, maintenant, c'est un petit peu moins tabou qu'à l'époque. Voilà, j'avais envie à cette date anniversaire de vous parler de mon expérience, de mon ressenti. Et je dis bien de mon ressenti, de ce que moi j'ai eu sur le cœur à ce moment-là. Je suis pas médecin. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est mon expérience, c'est mon épreuve et c'est mon témoignage surtout. Donc voilà, c'est un petit peu difficile de commencer cette vidéo. Je ne sais pas par où commencer justement. Mais voilà, je me lance parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de le faire et c'est l'occasion pour elle et pour toutes les personnes qui ont vécu ça et qui sont dans l'ombre, qui n'osent pas trop en parler, et puis pour toutes celles qui sont actuellement enceintes et qui vivent ce genre d'épreuve que moi j'ai vécu si jeune, j'avais 19 ans. Donc voilà, j'ai la voix un petit peu émue, mais on va y arriver, voilà. Donc par où commencer? Je suis tombée enceinte en 2011. Voilà, je suis tombée enceinte en 2011 durant l'été. Et très heureuse. En plus, j'étais enceinte en même temps qu'une amie à moi. Donc voilà, on vivait nos grossesses ensemble et on se projetait sur ce qu'on allait faire avec ma petite fille, son petit garçon, les sorties qu'on pourrait faire, tout ça. Donc j'ai vécu une grossesse assez plaisante. J'ai rien eu, en y repensant, j'ai rien eu à reprocher à cette grossesse jusqu'à mon 7e mois où j'ai fait un contrôle basique chez mon gynécologue et là il me dit: Justine, tu as un petit peu de liquide amniotique en trop, donc ça s'appelle un hydramnios. Il n'y a rien d'alarmant. Il faut savoir que moi j'avais du poids à cette époque, donc on avait peur que ce soit un diabète de grossesse tardif qui est sorti d'un coup à 7 mois de grossesse et qui fasse que j'ai ce syndrome, cet hydramnios, ce surplus de liquide amniotique, on va dire. Donc voilà, donc il me dit: mais bon, par précaution, je préfère te faire un examen dans un centre beaucoup plus poussé par rapport à ça, pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Tu vas faire une prise de sang pour le diabète. Donc voilà, donc en premier temps, je fais ma prise de sang pour le diabète. Il n'y a absolument rien. Donc déjà, je me dis, voilà. Et je vais dans un centre c'était sur où? Bref, je sais plus. Donc je vais dans un centre spécialisé pour faire une écho extrêmement poussée. Donc c'est une échographie en 5D. Et quand j'y repense, c'était... waouh!
Elle a peut-être un petit peu le clapet qui se referme mal, mais ça c'est bénin. Moi je sais que je l'avais eu quand je suis née, donc c'est vraiment bénin, même si c'est une petite opération, on referme juste le clapet, donc on me dit. Sinon, mis à part ça, tous les membres vont bien, son cœur va bien, ses poumons aussi, enfin voilà. Donc je ressors de là, je dis bon quand même... voilà, plus de peur que de mal au final, plus de stress qu'autre chose pour ma petite fille qui a dû subir tout ça in utero. Donc je retourne voir mon gynécologue avec les résultats donc, du coup de ma prise de sang pour le diabète. Cette maxi échographie surnaturelle au plus haut point. Et il me dit bah, écoute, quand même, vu qu'il y a cette hydramnios, il faut qu'on fasse, c'est le protocole, il faut qu'on fasse une amniosynthèse pour enlever tout risque de problème et tout ça. Donc je ne peux plus te suivre, donc il faut que tu te fasses suivre voilà, dans un hôpital, dans un CHU adapté avec un personnel compétent sur les grossesses à risque. Voilà, il m'envoie chez une consoeur et qui a été absolument merveilleuse. Quand j'y repense, j'aimerais beaucoup lui donner des nouvelles et lui montrer mon petit garçon aujourd'hui parce qu'elle a été exceptionnelle. Elle a fait du mieux qu'elle a pu et sa voix et son soutien sans faille a été exceptionnel quoi. Donc du coup je me rends la voir avec tout mon dossier, elle regarde tout, la fameuse échographie et elle me dit bah, on va vous faire l'amniosynthèse parce que c'est obligatoire, c'est le protocole, on est obligé maintenant qu'on a lancé ce truc là, donc je dis bah ok. Il faut savoir qu'une amniosynthèse à ce stade là de grossesse c'est très risqué. Ça fait très mal et c'est très risqué. Enfin, encore une fois, je vous dis ce qu'on m'a dit. Après, chacun le prend comme il veut, ne me jugez pas. Moi, face à cette dame, je vous dis ce qui en est sorti. Donc elle me dit que c'était très risqué. Parce que le bébé bouge, parce que je peux faire une fausse couche, je peux accoucher prématurément et que le bébé, il n'a pas ses poumons qui sont encore vraiment... totalement fait pour sortir. Donc du coup, on part sur cette amniosynthèse. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que à 19 ans, une amniosynthèse, tu sais pas forcément ce que c'est. Tu regardes sur internet, tu regardes des forums et tout ce qui en passe et tu dis bon bah de toute façon il faut le faire, mais à ce moment-là j'avais beaucoup plus peur de l'après, si je fasse une mauvaise réaction en sachant que mon bébé va bien, plutôt que l'inverse. C'était contradictoire. À ce moment-là, je pensais pas encore s'il y a quelque chose de bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À ce moment-là, c'était plus s'il y a quelque chose d'anormal dans mon corps et que je dois accoucher là, j'ai pas envie qu'elle soit en couveuse, j'ai pas envie qu'elle souffre, enfin bref, tout le truc comme ça auquel on pense pour son bébé. Alors, la question de s'il y a quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on fait, on nous l'a posé. Mais ma décision elle était prise dans tous les cas avec mon ancien compagnon. Voilà, on voulait pas faire souffrir un bébé, on voulait pas la faire naître s'il y avait quelque chose de négatif. Donc voilà, donc on a fait cette amniosynthèse, on a attendu, c'était extrêmement long. C'était extrêmement long. Waouh. Chaque heure, chaque jour de plus qui passait sans appel. Et un jour on m'appelle, on me dit voilà nous avons les résultats, il faut que vous veniez à l'hôpital pour qu'on en discute. Je dis ok pas de problème, donc nous nous rendons à l'hôpital. Et l'obstétricienne qui me suivait à ce moment-là, cette femme exceptionnelle, arrive avec une généticienne et en fait dans ma tête ça a fait qu'un tour. Je me suis dit c'est mort, il y a quelque chose qui va pas, donc là j'ai eu droit à oui, t'es pessimiste, nani, nana, et confiance, mais en fait dans ma tête je savais déjà la sentence et ce qu'on allait vivre. Donc je rentre dans le bureau et on me sort la fiche génétique de ma fille et on me dit vous voyez le chromosome qu'il y a ici, normalement il doit avoir 2 branches.
Il lui manque une branche et cette branche-là, elle est sur le chromosome 18. Et donc là, en fait, c'est du charabia pour moi. Et en fait, à ce moment-là, je fais un blanc, en fait. Un blanc parce que... excusez-moi. À ce moment-là, tu comprends tout de suite que il va y avoir... ça va être très dur. Ça va être très dur à surmonter. On m'explique donc que ma petite fille, elle a une trisomie 18. Donc moi je ne connaissais que la trisomie 21. Et encore, on ne connaît pas forcément au final, on le connaît de nom. Mais j'avais personne dans mon entourage qui avait ce genre de problème. Donc du coup je lui dis d'accord. En fait je réponds d'accord. Mais je suis plus là en fait. Voilà, je suis plus là. Et donc du coup on me dit la procédure qui va se mettre en place par rapport à cette nouvelle. Et on me parle mais je réponds pas forcément. Et là on me dit Justine. Et là en fait la seule chose que je réponds c'est elle a combien de chances de vivre, ma fille? Et là on me dit 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an, 30 minutes, 3 mois, on sait pas en fait. Et là je dis d'accord. Alors j'avais la possibilité qu'elle parte, que je lui laisse cette chance-là de partir sans souffrir. Donc notre décision a été prise de faire une interruption médicale de grossesse. Voilà, donc ça a été long parce qu'il faut un protocole. Une interruption médicale de grossesse, c'est... en fait, ça passe en commission pour savoir si ton cas est accepté. Ça, je trouve ça un petit peu limite, mais bon, ma foi. Donc mon dossier a été accepté, enfin comme si c'était on joue au bingo, hein. On jouait avec la vie de quelqu'un. Donc du coup, on me dit vous allez rentrer à l'hôpital pour vous déclencher un accouchement. D'accord. Mais avant ça, vous allez venir un matin en ambulatoire et on va doucement arrêter le cœur de votre bébé. À ce moment-là, j'étais plus là. J'étais plus là parce que je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait. Donc du coup, je rentre à l'hôpital pour qu'on lui arrête son petit cœur. Et j'ai pas envie qu'on me juge sur quoi que ce soit, J'en ai entendu des gens qui m'ont dit tu as tué ton bébé. Tu as tué une... Non, parce que elle aurait eu aucune chance de pouvoir vivre correctement. Et avoir le choix de ne pas la faire souffrir, c'était le plus important. Plutôt que la faire naître et qu'elle soit intubée, qu'elle ait des problèmes respiratoires, qu'elle souffre au niveau de ses poumons. Parce que c'est tout ça, la trisomie 18, c'est... J'ai vu des choses absolument immondes sur les réseaux sociaux, sur internet, sur des forums où ils disent que tu as un alien dans ton ventre, que ton bébé il a des oreilles d'elfe, qu'il les recroquevillé comme ça. J'ai vu des choses absolument horribles que j'ai signalées, que je signale encore quand je peux avoir accès à certaines discussions parce que c'est faux, c'est complètement faux et ça fait pas une personne en fait. Donc la trisomie 18 c'est ça. C'est beaucoup de problèmes respiratoires, cardiaques, des problèmes d'atrophie. Mais encore une fois, c'est une chance sur 2 que ce soit vu par les parents, par le patient, parce que une fois sur 2, tu ne vois rien aux échographies. Et moi, c'était ce cas-là. Physiquement, elle n'avait rien, mais génétiquement, l'effet était là.
Donc du coup, je rentre à l'hôpital pour qu'on lui arrête son petit cœur. Et ça a été absolument horrible. Ça a été horrible parce que on m'a attachée à un lit. On m'a attachée à un lit comme si j'étais malade et qu'il fallait pas que je bouge ou que j'allais m'enfuir, alors que pas du tout. On m'a accrochée à un lit dans une salle de naissance. En entendant les femmes qui étaient en train d'accoucher, les petits bébés qui criaient leur première fois, leur premier souffle, c'était affreux. Déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais ça se passe pas dans des endroits adaptés, ça se passe pas dans des conditions adaptées pour des parents qui vivent ce genre de choses, ce genre d'épreuves. C'est pas l'endroit, on devrait faire ça dans un endroit beaucoup plus intimiste, sans entendre les mamans qui sont en train d'accoucher. C'est pas leur faute, elles sont heureuses et je suis très heureuse pour elles, mais on n'avait pas autorisé le papa à venir avec moi dans ce moment-là, donc il attendait devant cette salle et il y a d'autres papas qui disaient « Ah, ma femme vient d'accoucher, allez, c'est bientôt votre tour, félicitations ». Ben non, en fait, non. Mais à ce moment-là, ils sont tellement heureux que tu peux pas leur dire ce genre de choses. Et moi, j'entendais ça et je me disais « Mais bon sang, endormez-moi pour que ça se passe et qu'on n'en parle plus et que je me réveille et que voilà ». Mais ça se passe pas comme ça et le protocole est affreux. Donc du coup, on m'attache, on me met sous oxygène, on me place un monitoring pour entendre le cœur du bébé. Donc là, je vous laisse imaginer. Elle bougeait dans tous les sens, c'était la fiesta dans mon ventre. Horrible. Mais il fallait le faire. Je pense qu'elle ressentait tout ça. Et donc du coup, on m'indique le protocole, donc on va passer par mon ventre. On va avec donc avec un appareil échographique, on va regarder où se situe le bébé, où se situe son cordon ombilical, et avec une aiguille on va venir dans mon ventre, arriver au niveau du cordon ombilical, rentrer dans le cordon ombilical pour lui mettre un produit pour qu'elle s'endorme. J'ai eu extrêmement mal. J'ai eu extrêmement mal et c'est horrible cette façon de faire et c'est barbare en fait. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est tellement barbare. Enfin, il faut qu'ils changent ça, on est en 2022 et j'espère du plus profond de mon cœur que ça ne se passe plus comme ça. Vraiment. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, c'était barbare. À 19 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, la première fois, elle bouge, donc ils sont obligés de ressortir l'aiguille parce qu'ils n'ont pas réussi à accéder au cordon ombilical. On me repique une deuxième fois, à vif, enfin je vous laisse imaginer. On arrive à son cordon ombilical, avec son pied elle rebouge, donc on est obligé de me ressortir l'aiguille. On me repique une troisième fois et je criais de douleur. Arrêtez, arrêtez, parce que c'était affreux et quand on le raconte pas, on peut pas comprendre. Ce genre de deuil, c'est un deuil psychologique, mais c'est un deuil physique à un point que vous pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que cette douleur physique, parfois je me réveille la nuit en ayant cette douleur, en revivant cette scène affreuse. Mais bon. Donc du coup on me repique une troisième fois, on arrive à son cordon, on injecte du produit. Je pensais que ça allait être bon. Et en fait, pas du tout. Les médecins m'ont dit en fait elle a eu un choc thermique, on va dire, parce que le produit est froid et elle l'a senti quand ça a traversé son cordon ombilical. Et donc, ils ont été obligés de ressortir.
Et mais ils m'ont dit, normalement, il devrait s'endormir. Donc j'entends avec le monitoring ses battements de cœur. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Et donc je vois un amassement de médecins, d'infirmiers qui font des allers-retours. Et moi j'ai mon masque, je suis attachée comme ça. Et je dis dans mon masque, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que là c'est affreux. Et une petite infirmière, elle vient me voir et elle me dit, ben en fait, votre fille elle veut pas s'endormir. Je dis, mais comment ça elle veut pas s'endormir? Et on me dit, ben en fait, la dose n'est pas assez forte pour qu'elle s'endorme, donc on va devoir vous repiquer pour mettre encore un petit peu de dose d'une autre fiole pour l'endormir. Et là j'ai dit arrêtez. Et on m'a dit on peut pas arrêter. Et au fond de moi je savais que je faisais le meilleur choix pour elle. Chacun a son idée, ne me jugez pas, mais moi je savais qu'à ce moment-là, je souffrais, mais elle n'allait pas souffrir au-delà. Donc du coup ils m'ont repiqué cette dernière fois au niveau du bas-ventre en cherchant le cordon ombilical. Et cette douleur, j'y repense encore parce que c'était horrible. Je criais, j'entendais son cœur battre. Et puis d'un coup, comme dans les films, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de fréquence cardiaque. Et là tu te dis c'est la fin. C'est la fin. Et elle est dans ton ventre. Et moi je pensais accoucher dans la foulée. Mais en fait pas du tout. Ils m'ont fait rentrer chez moi. Je suis restée avec ma fille pendant 2 jours dans mon ventre. Ça a été les 2 jours les plus longs. Vraiment, parce qu'elle était là sans être là. Je continuais de lui parler, mais mon esprit il était parti avec elle. C'est-à-dire qu'on me parlait, mais il n'y avait plus rien qui comptait. Et c'était horrible en fait, parce que tu ne la sentais plus. Et par moments, j'avais le réflexe de bouger un peu mon ventre pour lui dire « Eh oh !» Tu me donnes un petit coup de pied. Et en fait, il n'y avait rien. Et ça, j'ai dit, mais c'est horrible. Il faut arrêter ça vraiment pour les femmes. Parce que psychologiquement, ça détruit quelqu'un. Donc du coup, ça c'était un dimanche ou un samedi. Et je suis rentrée à l'hôpital le mardi d'après. On m'a dit, vous rentrez la veille. Voilà, vous rentrez la veille à l'hôpital et le lendemain, vous prenez un cachet pour déclencher l'accouchement. Et ça va se faire dans la journée. Dans la nuit. Après. Donc du coup, j'arrive à l'hôpital. Je suis transparente avec vous. Hein. J'arrive à l'hôpital et on me dit, ben, vous allez devoir être toute seule parce qu'on a eu un boom de naissance, on n'a plus de lit, dans la famille on a une super chance. De toute façon, je me suis dit ça pouvait que tomber sur moi ça, de pas avoir ce qu'il faut quand il faut et tout ça. Donc du coup, je reste toute seule à l'hôpital, dans une chambre où ils avaient enlevé les poignées aux fenêtres. Parce que ces moments-là, tu atterris dans cette chambre. La seule chose que tu veux, c'est être toute seule et avoir personne à côté. Mais j'avais pas le choix. Parce qu'il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de chambre, il n'y avait plus rien. Bref, c'était l'anarchie. Et donc du coup, je me retrouve avec cette jeune femme. Et moi, j'avais envie de parler à personne à ce moment-là. Il me racontait sa vie, la pauvre. Mais j'arrivais pas à lui parler. Et elle criait. Elle se donnait des coups sur son ventre. Et moi, j'étais là. Et j'envoyais des messages à mes soeurs et à ma maman. En disant, mais sortez-moi de là. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Je peux pas rester là une nuit. C'était horrible. Donc on me sert à manger, tant bien que mal. On me donne un calmant pour me détendre. Je faisais 130 kilos à l'époque, donc ça m'a pas fait grand chose.
Et donc du coup, vers 23 heures, une équipe vient me chercher, m'amène dans une salle pour me mettre des tiges dans mon vagin. Je ne connaissais rien de tout ça. J'ai l'impression que je parle trop. Donc du coup, j'arrive dans cette salle, on m'installe, on m'explique qu'on va me mettre donc, des tiges dans mon vagin pour accélérer le processus, pour que mon col devienne mou pour l'accouchement, enfin bref. Et donc là, je leur dis, mais je suis censée prendre un cachet demain matin. Et ils me disent, oui, mais vous inquiétez pas, c'est normal, votre col il est encore trop dur, donc il faut qu'il soit ramolli pour que demain, quand vous prenez le cachet pendant le petit-déj pour déclencher l'accouchement, ça aille. Donc du coup, on me met ces tiges, ça fait extrêmement mal. Ça marche pas, enfin bref, ils y arrivent pas, donc c'est un champ de bataille, je vous laisse imaginer. Au final, au bout d'une demi-heure, ils arrivent à faire quelque chose, je retourne en chambre, d'épuisement, je commence à m'endormir, et vers 2 h du matin, je commence à avoir des douleurs de règles, mais assez fortes. Et je me dis, bon, ça doit commencer un petit peu à travailler, mais Justine, détends-toi, demain c'est une journée difficile. Et il faut que tu sois très très forte. Donc du coup, j'essaye de m'endormir. Vers 3 h du matin, les douleurs, elles sont très intenses. Donc je bip pour que quelqu'un vienne. Et donc vers 3 h du matin, j'appelle les équipes. Je commence à leur dire que les douleurs sont vraiment très très intenses. Que j'ai très très mal. Et que j'aimerais bien quelque chose pour me calmer. Ils me disent oui, on va vous ramener un Doliprane. Et là en fait je regarde la dame, je dis, vous avez vu ma carrure? Enfin le Doliprane ça va rien me faire. Je suis assez corpulente, je sais que le Doliprane ça va rien me faire, mais bon, ils me le ramènent quand même. Ça me calme, allez, une demi-heure. Et en fait, à 4 h du matin, les douleurs elles sont insupportables. J'appelle ma maman, ma soeur, en pleurs, je leur dis je peux plus, je n'y arrive plus, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, personne m'écoute, tout le monde m'engueule limite, mais l'accouchement c'est demain, reposez-vous, enfin bref, je me fais presque incendier quoi. Et vers 4 h 30, je crie tellement que là il y a l'obstétricien de garde, ou l'accoucheur de garde, enfin bref, je sais même plus, qui vient et qui me regarde un petit peu, et là ils disent mais on descend de suite en salle de naissance. Et là je dis mais comment ça? Il me dit on descend en salle de naissance, et il engueule un peu ses équipes en disant mais vous voyez pas qu'il y a quelque chose, il fallait écouter madame, elle vous dit que ça allait pas, c'est que ça va pas, et ça ne va pas là. Donc j'étais dilatée, j'étais ouverte. Donc là j'attends qu'un brancardier vienne, je crie de douleur. J'appelle toute ma famille en disant venez, venez, venez. Et donc tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas encore que ma famille était sur la route, mais je les ai appelés au secours. Et je sais que ma maman, mes sœurs, à ce moment-là ont eu très peur. Et ont réalisé que c'était imminent ce qui allait se passer. Je sais qu'elles ont été très... Enfin, elles ont bombardé sur la route pour arriver jusqu'à l'hôpital. Et donc moi, il y a un brancardier qui vient me chercher. Et vous savez, dans les ascenseurs, il y a toujours un petit cran entre l'ascenseur et le plat. Et où j'arrive au sous-sol de l'hôpital pour accoucher. Enfin, en salle de naissance. Et je sors de l'ascenseur et en fait, mon lit avec le brancardier, il s'affaisse comme ça au niveau de l'ascenseur. Et en fait, à ce moment-là, je sens quelque chose. Et je lui dis, mon Dieu, elle est là. Et le petit jeune, je pense qu'il se souviendra de moi toute sa vie. J'espère pas, mais je crois que je l'ai jamais vu autant choqué. Il était jeune en plus.
Il me dit mais non, vous inquiétez pas, je vous emmène en salle de naissance, restez là, on vient vous chercher. Déjà d'une, je peux pas bouger, donc oui, je vais rester là. Et là en fait, j'enlève le drap et je lui dis non, elle est là. Et en fait, il a été choqué parce qu'en fait, la tête commençait à sortir. J'étais au milieu d'un couloir. Il n'y avait plus de salle de naissance disponible parce que tout le monde était en train d'accoucher. Et moi, j'étais pas censée accoucher à ce moment-là. Et donc, en fait, à ce moment-là, les médecins arrivent, l'accoucheur arrive et il dit vous allez pousser Madame Jean, elle est là. On est obligé de vous faire accoucher dans le couloir. Et là, je dis, inconsciemment, je dis je voudrais une péridurale. Et on me dit, ben non, c'est pas possible, vous allez pousser maintenant. Et je dis, mais je veux pas accoucher là dans un couloir. Et ils m'ont dit, ben si, en fait, toutes les salles de naissance sont prises et on peut pas faire autrement. Donc du coup, j'ai accouché dans le couloir, à moitié entre une salle de pré-naissance et le couloir. Et j'ai poussé. Et c'était horrible parce que je poussais dans le vide. Parce que malheureusement, ce petit bébé, ben, il poussait pas. Il n'avait pas ce réflexe parce qu'elle était déjà plus là. Et donc j'ai accouché tant bien que mal d'une petite Léonie. Voilà. À 5h10 du matin, le 8 février 2012. Et à ce moment-là, ma vie, elle s'est arrêtée. Ils l'ont enroulée dans un drap. Ils sont allés la préparer. J'avais préparé des petites affaires pour le jour où elle allait naître parce que je voulais qu'elle soit la plus belle. Mais elle l'était déjà sans rien. C'est dur. Donc ils sont allés la préparer. Ils lui ont mis son petit bonnet. Vous savez, quand c'est un premier enfant, on achète une petite tenue. Je lui avais fait faire un petit bonnet brodé avec son prénom. Elle avait son premier doudou. Et donc, ils ont autorisé ma maman, mes deux sœurs et mon ex-compagnon à venir dans une salle que ils avaient quand même réussi à préparer parce qu'on pouvait pas faire ça dans un couloir. Donc ils ont tellement vu ma détresse et j'étais si jeune à leurs yeux. Et dans cet hôpital, c'était la première fois qu'ils faisaient face à une jeune femme comme moi. Donc je pense que l'équipe de jour a pris le relais vers 6h du matin. Et ils ont été extraordinaires. Parce qu'ils ont autorisé, comme je vous disais, ma maman, mes deux sœurs et mon ex-compagnon à être là. Et ils nous ont apporté ma petite fille. Ils l'ont apportée dans un petit berceau. Et j'ai pu la voir. On a pu la voir tous ensemble. Après, le premier réflexe que j'ai eu vis-à-vis de ma maman, c'est que après toutes ces horribles choses que j'ai vues sur internet, à ce moment-là, on m'avait tellement shooté avec des calmants, des cachets que j'étais plus moi-même. Et la première chose que j'ai dit à ma maman, c'est regarde si elle est belle et si elle ressemble pas à un monstre comme c'est dit sur internet. Et je me souviens qu'elle m'a mis une petite claque en me disant mais c'est ta fille, tu la trouveras magnifique quoi qu'il arrive. Et au-delà de ça, elle était sublime. Elle était magnifique. Elle avait une petite bouche en cœur, toute rose. Elle avait des mains longues avec des doigts, des doigts longs comme une petite pianiste. Elle avait des cheveux noirs et elle était magnifique. Et ils nous l'ont laissé plus de 2 heures avec nous. Et je l'ai touchée, je lui ai parlé, malgré que j'étais là sans être là. Mon subconscient n'était plus là de toute façon à ce moment-là. Et j'ai dit à ma soeur, je m'endormais à un moment, et j'ai dit à ma soeur, il faut pas qu'elle parte maintenant parce qu'à l'époque je regardais la série Ghost Whisperer. C'est une série d'une dame qui aide les gens qui sont décédés à aller de l'au-delà, à rejoindre la lumière. Et dans tout ça, à un moment, je prends la main de ma soeur et je lui dis, tu sais, il faut qu'elle attende de voir la lumière pour partir, sinon elle va pas être heureuse.
Mais j'étais dans mon subconscient. Et elle m'a dit oui, oui, ne t'inquiète pas, elle va la voir, la lumière, elle est là. Et je l'ai écoutée, j'ai dit d'accord. Et j'ai voulu la prendre dans mes bras, mais ma famille a préféré ne pas faire ça parce qu'ils savaient que me la retirer, ça allait être douloureux. Et je leur dis merci. Merci parce que vous avez eu raison. Parce qu'en y repensant, ça aurait été trop dur. Ça aurait été vraiment trop dur de m'en détacher, même si la voir à côté de moi, la toucher, ça a été déjà très difficile de la voir partir. Et au bout de 2 heures, ils ont été obligés de venir en nous disant on a dépassé le protocole autorisé, on peut plus parce qu'il faut qu'elle... voilà, un bébé, enfin, que ce soit un bébé ou un adulte, ça commence à se dégrader, même si elle était magnifique et qu'il n'y avait rien de tout ça. Et je crois que c'est dans la famille ça. Je crois que c'est dans la famille que quand on décède, notre corps il ne change pas. Que ce soit avec ma grand-mère, avec mon oncle. On l'a vu, ils étaient magnifiques et elle l'était aussi, donc je me dis que c'est un gène qu'on a dans la famille de pureté, de tout ça. Et donc ils l'ont récupéré. Ça a été horrible, je criais. J'avais mal en fait. J'avais mal de me dire mais pourquoi ça nous arrive à nous? Elle aurait été aimée, mais c'est la vie. C'est le jeu de la vie. C'est tombé sur moi et puis voilà. C'était une épreuve qu'il fallait que je vive dans ma vie. C'était peut-être ma destinée de combattre tout ça. Et donc ils sont venus la chercher et mon oncle et ses équipes des pompes funèbres, parce que mon oncle travaillait pour des pompes funèbres à cette époque. Ils sont venus la récupérer, ils s'en sont occupés, ils se sont occupés des obsèques, parce que moi j'avais plus la force. À ce moment-là, je recevais la chambre de ma fille pour finir sa chambre et je voulais plus retourner chez moi tant que rien n'était enlevé. Je sais pas pourquoi à ce moment-là j'ai réagi comme ça. Mais je voulais pas voir cette chambre qu'on avait choisie. Je ne voulais rien voir. J'avais trop mal. Donc du coup, ma sœur s'est occupée de renvoyer la chambre. Ils ont appelé le magasin Aubert pour leur expliquer la situation. Ils ont été merveilleux. Ils nous ont tout remboursé. Ils m'ont fait une lettre de condoléances en disant qu'ils m'avaient fait un chèque cadeau. J'ai trouvé ça merveilleux, ils n'étaient pas obligés. Et mon oncle est venu chercher Léonie. Il s'en est occupé jusqu'au crématorium. Et j'ai voulu la revoir. Mais mon oncle il m'a dit non. Et je le remercie infiniment. Et je l'aime profondément. Parce qu'il m'a dit je veux que tu gardes le souvenir de ta fille comme tu l'as vue à l'hôpital. Et pas comme tu pourrais la voir maintenant. Parce que elle s'est un peu dégradée physiquement. Et je veux que tu aies cette belle image. Et je lui ai dit d'accord. Je garde l'image que j'avais d'elle à l'hôpital quand elle était près de moi. Et je lui en remercie. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais merci tonton pour ce que tu as fait. Parce que tu as choisi son petit cercueil. C'est toi qui t'es occupé de sa petite boîte pour mettre ses cendres. Et voilà, je suis rentrée à la maison et j'étais plus là. J'avais mon corps, mais mon esprit, mon ami était parti avec elle. Ça a été très dur les premières semaines. Désolée. Ça a été très très dur. Mais je me suis fait aider. Je me suis fait aider par une psychiatre qui s'occupe que de ce genre de cas. Et Dieu sait qu'à l'époque c'était hyper tabou, qu'il n'y en avait pas beaucoup de ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a aidé à me reconstruire. Elle m'a aidé à aller de l'avant. Et je m'en suis sortie. Même si là, de vous le raconter, je suis très émue. Elle est ma force de tous les jours. Et je lui ai dit au revoir une dernière fois. Et de voir ce petit cercueil blanc, ça a été affreux. Mais je lui ai dit au revoir.
elle est partie dans un beau cercueil blanc, entouré de roses blanches, sur une chanson de Céline Dion, une chanson merveilleuse qui s'appelle Vol, avec tous les gens autour de nous qui étaient là. Et elle repose face à la mer, dans mon village, sur la Côte d'Azur, au pied de notre baou, avec ma famille, mais face à la mer. Et voilà, ça a été des épreuves terribles. Mais parlez-en. Faites-vous aider si vous avez vécu la même chose. Parlez-en. On m'a beaucoup dit, c'est pas grave Justine, t'as pas vécu de moment avec elle, donc c'est moins douloureux. Non, c'est pas vrai. J'ai détesté au plus haut point ce genre de phrase, ce genre de personne qui a osé me dire droit dans les yeux, mais c'est pas grave, tu vas refaire un enfant, tu es jeune. Mais bon sang, je vous souhaite à personne ce genre d'épreuve physique, psychologique. Je vous souhaite pas que vos enfants ou vos petits-enfants ou vos petites filles vivent ce que j'ai vécu, parce que c'est horrible. Et j'en ai entendu des choses horribles. Mais c'est pas grave, c'est mon histoire, je la regrette pas. Ça fait partie de ma vie. Mais des choses horribles, j'en ai eu. Et on peut pas dire ça à quelqu'un qui a vécu ça. C'est affreux. Vous imaginez même pas la souffrance. Alors oui, je suis jeune. Oui, je peux refaire des enfants. Mais tu peux pas dire des choses comme ça. Parce que c'est un être qui a vécu pendant 8 mois dans mon ventre. Que j'ai aimé. Que j'ai chéri avant même qu'elle soit là. Avec qui je me suis projetée. Donc non, on peut pas dire c'est pas grave, elle a pas vécu. Si elle l'a vécu. Et moi ça m'a fait beaucoup de mal. D'entendre ce genre de comportement, ce genre de propos, c'est ça qui fait le plus mal. Parce que sous prétexte qu'on est jeune, on peut refaire un enfant. Mais non, peut-être qu'il y en a qui peuvent pas refaire d'enfant. Il y en a qui sont dans le déni, qui n'arriveront pas à refaire d'enfant peut-être. Moi j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon merveilleux qui s'appelle Baptiste. Mais il y a peut-être des femmes qui n'ont pas cette chance-là. Donc on peut pas dire ce genre de propos. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Après, bien entendu, j'ai eu beaucoup de soutien. Je dis pas, ça c'est des choses négatives fondues dans la masse de tout le positif que j'ai pu avoir. Mais voilà. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 ans qu'elle est partie. J'en ai vécu des choses. Ça a été très compliqué, mais ça a été ma force pour affronter d'autres souffrances, d'autres épreuves. Elle est ma force de tous les jours. Et je suis fière d'être sa maman. Je suis fière de dire, j'ai un petit garçon, mais j'ai eu une petite fille. Et ça, je veux pas qu'on me le reproche. Parce que je suis très fière. Je suis fière de la maman que je suis. Et j'espère qu'au fond d'elle, là-haut, elle est fière de la maman que je suis et du parcours que j'ai fait pour me reconstruire, pour sa mémoire. Alors, je sais que j'ai beaucoup pleuré. On va reprendre ses esprits. Oh là là. Donc dans tout ça, je veux vous dire qu'il faut en parler. Il faut changer tout ça par rapport aux protocoles médicaux, par rapport à la souffrance physique qu'on endure. Mais surtout, il faut avancer. Je sais que c'est dur. J'en suis la première concernée. J'avais 19 ans. J'étais un bébé. Je sortais de l'école. Mais je regrette rien. Je regrette rien parce qu'elle était magnifique. Parce que c'est mon petit bébé, c'est mon petit ange. Et que quand Baptiste est né, j'ai eu l'impression de voir ma fille. Et Baptiste est merveilleux. Il me parle un peu, il me pose des questions. Donc maintenant, il commence à avoir 8 ans. Enfin, il a 8 ans. Mais il commence à me poser des questions. Donc j'essaie de lui répondre avec des mots d'enfant. Mais voilà. Je sais plus quoi dire. Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que cette année, donc, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans. Et je réalise petit à petit le parcours que j'ai eu.
le chemin que j'ai traversé en 10 ans. Waouh, j'ai déménagé, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Mon fils est en très bonne santé. J'ai fait des choses incroyables. Je m'en suis sortie et même si c'est difficile, on peut s'en sortir. Vraiment, pour leur mémoire, ils peuvent être que fiers de nous. Tous nos petits bébés là où ils peuvent être fiers de nous. Et moi, par cette vidéo, j'avais juste envie qu'elle soit fière de moi. Qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'ai avancé. Et puis je prends soin de moi. Je vis à travers sa mémoire. À travers de la mémoire des gens qui sont partis trop tôt. Bon, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on est toutes belles, on est toutes fortes. Et quoi qu'il arrive, le bonheur il frappe à notre porte, vraiment. Moi j'y croyais plus, mais vraiment, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de se reconstruire, de s'aimer. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre de tout ça. Mais je vous assure que quand on y arrive, on arrive un petit peu à souffler. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis peut-être à bientôt, parce que j'en ai vécu des choses en 10 ans, du coup, j'ai plein de vidéos à faire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.